Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur la chaîne Tech & Co, sur les box opérateurs, bien sûr sur YouTube, mais aussi sur RMC BFM Play, la plateforme de VOD. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'ultra haute émission. Justement, on va parler de SVOD, des plus belles images et du plus beau son, comme chaque mois. Avec au sommaire, dans UHE, et bien voilà, le jeu des chaises musicales fait que le catalogue HBO va arriver sur Prime Video, le service d'Amazon. On va en parler. Le top 5 des séries du mois par Sens Critique avec Guillaume Boutin. Alors, quelles sont les séries qui buzzent actuellement? Vous le saurez tout à l'heure. Et puis, on s'intéressera à la projection laser à courte focale, une nouvelle technologie qui est développée par iSense, qui a présenté ses nouveautés au CES. Et je recevrai le président France d'iSense, Rémi Journet, pour avoir encore de plus belles images à la maison. Merci d'être avec nous. C'est parti pour UHE sur la chaîne Tech & Co. Vous le savez, l'ultra haute émission, tous les mois pour se plonger dans les belles images, le bon son, mais aussi toute l'actualité de la SVOD avec nos deux spécialistes, la team UHE qui est là, Pascal Le Chevalier. Salut Pascal. Bonjour, bonne année François. Et bonne année mon cher Pascal. Merci. Voilà, un spécialiste de ce marché de la SVOD qui est avec nous tous les mois. Et puis autre spécialiste, c'est Guillaume Boutin. Salut Guillaume. Salut François, bonne année à toi aussi. Et comme je ne suis pas rancunier, tu ne m'as pas souhaité bonne année, je te souhaite quand même une bonne année. Bonne année, plein de nouvelles séries. Ouais, ça clash quand même dans UHE dès le départ, comme ça. Hein. Guillaume qui est, rappelons-le, le cofondateur de l'excellent Sens Critique pour être voilà, au top de toutes les dernières séries qui buzzent, etc. Pour choisir, parce qu'aujourd'hui, en fait, le gros problème, c'est qu'il y a tellement de choix. Puis ça s'arrange pas. C'est plutôt cool d'aller sur Sens Critique pour voir un petit peu quelles sont les séries qui remontent en fait dans le classement, parce qu'il y a énormément de classements. Séries, mais aussi musique, enfin voilà. Jeux vidéo, BD, livres. Donc films et séries. Ça fait quand même pas mal. Et beaucoup de films et séries surtout quand même. Mais évidemment. Voilà, puisque les présentations ont été faites, on attaque tout de suite par l'actualité de la SVOD de ce mois. Voilà, l'actualité avec Pascal Le Chevalier. Pascal, l'actu qui commence quand même sur une mauvaise nouvelle. Enfin, on s'en doutait un petit peu. On va revenir sur le service de SVOD de Salto. À l'heure où on enregistre donc cette ultra haute émission, hein, on est un petit peu plus de mi-janvier. Ça sent vraiment très très mauvais pour l'avenir de Salto. Oui, puisque les trois actionnaires ont finalement décidé de mettre fin à l'aventure Salto. Donc France Télévisions, TF1, M6. Oui, on ne connaît pas exactement les modalités, puisque chacun, suite à l'échec de la fusion entre TF1 et M6, a fait part de son intention de sortir du deal, qui aujourd'hui, on le sait, a perdu beaucoup d'argent. Et donc, on a appris hier dans la presse que finalement, il y avait qu'un seul candidat au rachat, mais que ses chances étaient apparemment pas très importantes. Et donc on allait... Un acteur espagnol, hein, un acteur espagnol qui s'appelle Agile Content, qui est un acteur du marché espagnol qui fabrique des applications et qui exploite des sites de vidéo à la demande. Et donc on serait, si on en croit ce qui se dit pour l'instant, à une vente par appartement de ce qu'il y a à vendre. Donc comme dans tous les sites de VOD, il y a en amont de la techno et puis en aval des contenus. On ne sait pas vraiment qui pourrait se positionner, mais c'est triste parce qu'il y a, je pense toujours aux collaborateurs mais bien sûr, qui venaient des deux groupes, principalement. C'est toujours un échec, hein, bien évidemment. Et puis pour l'activité française aussi, parce que c'est pas top, quoi. Non, c'est clair, mais finalement, Guillaume, quand on prend un peu de recul par rapport à tout ça, ça fait des années qu'on sait que ce service allait avoir du mal à exister, et malheureusement, nos prévisions, sont en train de se réaliser. C'est-à-dire que voilà, il y a trop de services de SVOD. Salto était mal né. La décision même de la création de Salto avait été un peu bizarre quand même. Hein. C'était suite à l'échec, si je dis pas de bêtises, mais Pascal va nous confirmer tout ça, c'était suite à l'échec des discussions avec Molotov. Je crois qu'il avait été un petit peu le déclencheur. Oui, et puis c'était aussi à l'époque où on voyait Netflix comme le méchant ennemi de la création française, et il fallait avoir une réponse, en fait, un peu de souveraine en matière de SVOD par rapport à Netflix. Alors ça remonte en fait, la vraie réalité, c'est que ça remonte à bien plus longtemps. À la fin des années 2000, donc avant 2010, il y avait des discussions qui avaient été entamées entre M6 et TF1 pour justement muscler l'offre française
dans une hypothèse où, à un moment donné, les Américains arriveraient. Je rappelle qu'en 2008, 2009, 2010, il n'y avait pas d'Américains. Et il se trouve que les discussions étaient complexes. Je rappelle que TF1 et M6 étaient déjà dans TPS, qui avait été vendu. Donc c'était compliqué de laisser au vestiaire toutes les animosités qui existaient. Bien sûr, parce que rappelons que ce sont avant tout des concurrents. Et les règles de concurrence sur la pub, sur l'éditorial, etc., et qui n'ont pas permis justement aux deux acteurs du marché free-to-air privé en France de pouvoir s'unir et construire une offre. Et après, effectivement, il y a des discussions qui ont duré des années, il y a eu Molotov, il y a eu plein de choses, et malheureusement, je dirais que c'est presque par volonté politique que Salto est né, en disant il faut une riposte. En gros, il faut construire. Il y a un terme qu'il ne faut jamais utiliser, il ne faut jamais dire le Netflix à la française, parce que c'est sûr qu'on se prend le mur, parce que ce n'est pas comparable. Et voilà, il est arrivé. Non, enfin, c'est pas comparable, mais pour les clients, ça l'est, parce qu'il faut des bourses. Que à mon avis, le cœur du problème, c'est tout simplement les moyens. C'est-à-dire que, au final, il n'y a pas énormément de moyens qui ont été alloués. Enfin, c'est des grosses sommes, mais ramenées à la taille du marché, ramenées aux investissements que peuvent faire des acteurs comme Netflix ou même français, comme Canal. Bon, c'est un moment, si on arrive sur ce marché et qu'on veut jouer avec les gros, on est obligé d'arriver avec des gros moyens. Il y a aussi un facteur qu'on apprend quand on est dans les écoles de marketing, si on va à l'école, ce que je n'ai pas fait, c'est l'USP, c'est l'unique selling proposition, c'est-à-dire d'être capable de proposer une chose unique au client. Et il se trouve que M6, TF1 et France Télévisions ont continué d'avancer sur leurs propres services, avec leurs propres offres. Tout en s'auto-concurrençant, en quelque sorte. Voilà, exactement. Je ne sais pas si ça existe, mais bon. Si, c'est ça, c'était de l'autoconcurrence. Et donc forcément, pour les gens, pour le public qui était le moins éduqué sur ces sujets-là, l'offre de Salto, qui était payante, était forcément moins intéressante que d'aller regarder le replay directement sur Sisplay, sur France.tv ou sur MyTF1. Au final, Salto a fini un peu comme une espèce de service replay premium, on va dire, oui, mais qui n'était pas la volonté au départ du tout. On devait avoir des produits d'appel grâce au programme fort qui était proposé sur TF1, M6 ou France Télé. Avec des problèmes en avant-première, des choses comme ça. Des acquisitions. Mais surtout, ils devaient développer un catalogue. Et bon, ils ont fait quelques petits coups, mais tu peux pas... Enfin, quand tu vois les montants, les investissements, le nombre de programmes de qualité et en termes de quantité qui sont sortis par les acteurs américains, et même Canal, c'est compliqué. Bah oui. Cela dit, c'est pas un échec en termes d'abonnés, non? Alors on parle de 900 000 abonnés, faut y arriver. Faut y arriver quand même. Faut y arriver. D'accord. Non, c'est vraiment c'est dommage. Alors là, donc voilà, dans quelques jours, Delphine Ernotte devrait donner le premier coup de pelle à l'enterrement de Salto. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors à l'heure à laquelle on enregistre cette émission, rappelons qu'on ne le sait pas. On vient d'apprendre que ça sentait vraiment le roussi. Il va avoir ça va disparaître, ça va s'arrêter. Il y a les deux hypothèses qui sont évoquées dans la presse. Soit quelqu'un qui est capable de mettre de l'argent sans racheter la dette et puis de rebooster le service. Mais franchement, les spécialistes se posent vraiment beaucoup de questions sur la possibilité. Et le modèle économique. Sur le modèle économique. Puis l'autre solution, c'est de vendre ce qu'il y a à vendre, les meubles. Les ordinateurs, et puis sans doute quelques titres qui avaient été acquis en exclusivité par Salto, c'est-à-dire pas par les 3 co-actionnaires. D'accord, par les 3, mais en même temps, en fait. Oui, c'est ça. Et donc là, il y a forcément des contrats qui courent. Il peut y avoir des candidats pour acheter quelques séries anglaises. Typiquement Yellowstone. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais Yellowstone, toute l'intégrale de Yellowstone, cette série. Mais non, ça passe sur c'est Paramount, si je dis pas de bêtises. Alors, il n'y a que les 2 premières saisons sur Paramount. Je sais parce que je suis en plein dedans. Mais je pense que j'ai vu que la suite était sur Salto. C'est des histoires de droit qui se règlent, mais normalement, ce sera dans Paramount+. Ouais, c'est ça. Donc voilà, qu'est-ce qui va rester? Voilà, c'est vrai que comme tu le disais, c'est un peu triste. C'est triste. De voir qu'un service de SVOD comme ça, en plus français, va sans doute tirer sa révérence. On pourrait faire des parallèles avec beaucoup d'initiatives françaises qui ne sont pas connes sur le papier. Bon, je peux prendre l'exemple du Minitel ou de choses comme ça, mais à la base, et tu le disais d'ailleurs Pascal, je pense que les dirigeants de ces médias avaient anticipé effectivement à la fin des années 2010, mais c'est vrai qu'à un moment, tu veux réunir autour d'une table des acteurs qui sont tellement antagonistes, qui se font mieux guerre, en vrai, qui est sanglante, c'est pas évident. C'est compliqué. Alors, l'actualité de la SVOD ne s'arrête pas là, parce qu'entre-temps, c'est d'autres échecs, en tout cas d'autres mésaventures qui arrivent à d'autres services de SVOD. On savait que OCS, le service donc d'Orange, qui avait été lancé il y a quelques années, battait de l'aile aussi. Explique-nous l'histoire. OCS, donc, on l'a appris fin décembre, a perdu
en fait le catalogue de HBO qui faisait un peu son appétence. C'était la vitrine. Je rappelle qu'OCS avait atteint environ 3 millions d'abonnés, avec beaucoup de pertes à la clé, mais un contrat en or, qui était le contrat HBO, dont on savait qu'il avait un terme. Alors on avait parlé de 2021, puis 2022, mais en gros, fin 2022, 64 séries sont sorties d'OCS. On savait que cette épée de Damoclès pesait sur OCS depuis un moment. Voilà. Et il fallait réinventer le modèle. Il se trouve qu'entre-temps, la gouvernance d'Orange a changé, et donc la stratégie, qui n'a d'ailleurs toujours pas encore été présentée sur le nouveau plan de développement prochain, je crois, d'Orange, faisait que les années Stéphane Richard se refermaient et probablement OCS était plus stratégique en fait. Signait la fin de l'aventure dans les médias. C'est plus qu'OCS en fait, c'est l'activité cinéma au global d'Orange. Audiovisuel, médias. Qui s'appelle Orange Content, donc dans lequel tu as la production de films aussi. Et il y a Orange Studio. Orange Studio, etc. C'est le changement de stratégie s'est opéré a commencé il y a 2-3 ans. Et donc déjà, Orange Content, c'est pas énorme au sein de la galaxie Orange, c'est petit. Et OCS au sein d'Orange Content, c'est un petit truc. Donc au final, c'est tout petit en fait quand on est dans l'univers Orange, qui compte, je crois, 200 000 salariés, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment... Oui, c'était très particulier. Et donc, perte des chaînes, perte financière, revue de la stratégie. La mort j'ai oublié son nom. De Kessler. David Kessler. Qui portait vraiment le cinéma au sein d'Orange, qui était quelqu'un de très respecté, d'adoré dans la profession. Oui, qui était l'incarnation, en fait, cinéma de chez Orange. Et qui nous a quittés il y a 2 ans ou 3 ans, si je dis pas de donc bêtises. tout ça a précipité, en fait, l'inutilité au sein d'Orange de tout ce service, ce qui fait que Canal s'est positionné et rachète OCS. Alors, Canal est actionnaire. Oui, était actionnaire. Donc ils avaient un droit de préemption, ils l'exercent parce qu'il y a un portefeuille abonné. Il y a surtout la partie production d'Orange Studio qui intéresse Studio Canal. Et franchement, je pense que là, d'un point de vue stratégique, c'est normal pour Canal de se positionner, de réintégrer. Alors on ne sait pas ce que ça va devenir derrière, mais stratégiquement, sachant que de ce qu'on sait aussi, Canal, puisque ça va être notifié à l'autorité de la concurrence, mais Canal ne va pas racheter les pertes, donc ils repartent d'une feuille blanche avec un actif qui sont les abonnés, les séries qui sont achetées pour lesquelles les droits courent encore, excepté HBO, et donc quelque part, pour par exemple ciné-série, c'est très complémentaire pour cette partie-là, et puis pour la partie studio, intégration du catalogue Orange Studio qui est pas mal, chez Canal. Dans Canal. Et donc ça va, en fait, Canal étoffe son offre. Oui, mais en plus, à noter que sur les 3 millions d'abonnés, si je dis pas de bêtises, là aussi, tu vas me confirmer ça, parce que la moitié des abonnés sont des abonnés Canal, en fait, sont via les offres Canal. Ce sont des bundles. Donc, et je pense qu'à Canal, a dû faire un très bon deal, à mon avis, parce que... Ça reste en famille, on va dire. Ouais, et puis Orange peut pas fermer une boîte comme ça. Ils sont évidemment hyper scrutés, donc je pense que... Et là aussi, il faut penser aux effectifs. Super deal, je pense. Il faut penser aux équipes aussi. Je pense qu'il y a des obligations derrière, etc. Et je pense que Canal s'y retrouve à mon avis très très bien. Oui, mais je pense qu'ils ont des... Enfin, tu peux pas mettre des gens comme ça sur le carreau chez Orange, c'est impossible. Oui. Donc voilà, alors la conséquence de tout ça, c'est que le catalogue HBO se retrouve un peu dans la nature, parce que c'est vrai que fin décembre, on se posait la question, si le catalogue HBO sort d'OCS, que va-t-il devenir ? Alors, il y avait 2 façons de voir les choses, soit se dire... Finalement, Warner Media Discovery, enfin Warner Bros Discovery, qui est la nouvelle structure, doit annoncer prochainement le déploiement de Max, puisque ça va plus s'appeler HBO Max, avec un relancement aux États-Unis qui devrait intervenir en 2023. Et on a appris en fin d'année que de toute façon, l'expansion internationale n'aurait lieu qu'en 2024, voire plus tard, si elle avait lieu. Donc ça veut vraiment dire que là, pour le coup, HBO se retrouve avec toutes ces séries sans distributeur. Et ça... Oui, mais prêt à vendre au plus haut. Parce que le changement justement avec la fusion avec Discovery, il y a un peu, enfin le changement de gouvernance chez Warner qui est arrivé il y a 6 mois, 1 an, un truc comme ça. Au départ, ils étaient HBO Max à fond. Et toute la strate de Warner était sur HBO Max. Et là, nouvelle direction, virage à 180 degrés. HBO Max, ça coûte beaucoup trop cher. Et la nouvelle direction est de dire en gros, moi, si on veut m'acheter mes programmes très chers, je les vends en fait. Et donc, ils n'ont plus de religion. Et c'est vrai qu'il est très possible que, typiquement, nouvellement maintenant, Max n'arrive jamais en France. Ouais. Donc là, Prime Video, donc le service d'Amazon, s'est positionné. On l'a appris il y a quelques jours via un communiqué de presse. En fait, l'offre
toute l'offre Warner, qui va bien au-delà de l'offre HBO, va se retrouver sur la plateforme Prime Video en France. En mars. En mars. Mais on ne connaît pas le prix. Et on ne connaît pas le prix. Pour l'instant. En mars, les premières séries sortent déjà sur Prime. Une. Oui, c'est The Last of Us. Plus grosse série Oui, de l'année. oui. Mais c'est un coup. Gratuitement. Ils ont fait quand même un très beau coup. Oui, parce très joli coup, Ils ont parce quand que même. C'est la plus grosse actualité série de l'année, probablement. Tout à fait. Donc cette série qui est un peu le porte-étendard d'HBO, un peu comme le Game of Thrones du début de l'année 2023. Ils partent sur une nouvelle licence sur laquelle ils misent énormément. Très attendue. Rappelons que The Last of Us est tiré d'un jeu vidéo mythique, qui suscite énormément d'attentes. Ça va être intéressant de voir comment, à Sens Critique, je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que la série est sortie hier. Ça va être très intéressant de voir comment. Dans un mois, on en saura beaucoup plus. On en saura beaucoup plus, mais ça va être cool de suivre. Mais le premier tour, sans faire de spoilers, sont très très bons. Sont très très bons. Donc voilà, une série avec des zombies. The Last of Us. The Last of Us. Ouais. Et donc, en mars prochain, Warner passe. Toutes les personnes qui sont abonnées à Prime Video pourront, moyennant un supplément, accéder à tout le contenu d'HBO. Alors, je souligne quand même que Warner est très pragmatique et donc toutes ces séries-là sont aujourd'hui également disponibles en pack sur certains sites de vidéo à la demande à l'acte. Oui, qu'on achète en fait. Qu'on peut acheter en téléchargement, en location. Ouais. Donc ça veut dire que, comme tu le disais Guillaume, Warner a été extrêmement opérationnel sur le sujet. C'est on coupe un canal de distribution, mais on réouvre à tous ceux qui veulent acheter et à tous ceux qui veulent distribuer. Mais parce que je pense que HBO Max leur a coûté tellement cher. Bien sûr. En fait, qui est un autre sujet qui est la somme des pertes de tous les services américains à la fin de l'année 2022. Un peu comme Disney, un peu comme c'est quand même un peu la fin de c'est la fin de la récré quand même. Ouais, alors 2022. Donc c'est bien parce qu'on va terminer là-dessus. Donc HBO et tous les services Warner vont arriver sur Prime Video en mars prochain. On ne connaît pas encore le prix. Non. Bon, il faudra que ce soit quand même assez raisonnable. Très cher, je pense. Ça va être cher, tu penses? Non, je ne penserai pas très cher. Moins de 10 balles. Ah oui, c'est sûr. Voilà, mais Comme disent les Américains, moins de 10 box. Je pense qu'ils vont trouver leur public, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans quand même du contenu HBO. Oui, je pense que Canal doit avoir un peu les boules, non, de pas avoir chopé. Moi, je ne suis pas du tout dans ce vidéo, mais je serais surpris que Canal ne se soit pas intéressé à l'offre HBO globalement Warner. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'achèteront pas des séries. Hein. Oui, comme ils le font déjà. Hein. Oui. Canal a acheté quelques séries. Mais je pense que Canal aurait bien voulu que l'offre Warner arrive chez Canal. Mais à mon avis, ils ne sont pas mis d'accord. Voilà. Et je pense qu'à mon avis, Prime a payé très cher. Enfin, c'est un énorme coût pour Prime. C'est un des plus gros coûts depuis quand même assez longtemps en termes d'offres et de catalogue. En termes de positionnement, c'est très fort, même par rapport à l'industrie, par rapport à. C'est assez excitant. D'ailleurs, on est tous excités là. Non, mais tu vois, je veux dire, c'est quand même un truc assez fort. Oui. Donc je pense que. Rappelons qu'il y a 2 ans, Prime avait racheté quand même MGM. Ouais. Voilà. Qui met du temps à arriver d'ailleurs. Hein. Ouais, alors. Hein, c'est histoire de droit et puis c'est pas un énorme Il y a des histoires de droit. Ils l'ont payé 850 millions de dollars et puis ils l'ont valorisé à 400 millions dans les comptes. Donc, je crois qu'il a payé 10 milliards. Non, ils ont payé 8 milliards. 8 milliards et demi, pardon. Ça, ouais. Et ils l'ont divisé par 2, pardon. Dans les comptes. Donc ça veut dire qu'en termes d'exploitation, après... C'est pas le plus gros studio. Hein. Je rappelle que Fox a été racheté plus de 70 milliards par Disney. Oui, bien sûr, mais enfin, c'est James Bond. Enfin, il y a pas mal de... Non, il n'y a pas énormément. James Bond, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a la famille Broccoli qui garde un peu la main, mais... Tout à fait. Et malgré tout, c'est distribué, en fait, par MGM. Oui, bien sûr. Non, mais c'est du gros catalogue. Bon, on verra tout ça, comment ça évolue. Justement, l'année 2023... débute dans un contexte un peu particulier. Là, ça bouillonne partout, dans tous les sens, en fait. Alors, ça bouillonne partout dans tous les sens. Si on revient sur le marché français, il y a comme... On va être sur un marché qui, sur la SVOD et la VOD en 2022, a beaucoup progressé. On verra probablement les chiffres le mois prochain. Et puis on a un taux d'équipement sur la SVOD qui est relativement faible. On est à plus de 85% aux États-Unis. On est à 51% selon les derniers chiffres de l'Arcom en France. Donc une marge de progression, ce qui fait que la bataille sur le territoire français, elle ne va pas s'arrêter. Elle va continuer. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Après, effectivement, comme l'a dit Guillaume, aux États-Unis, commence à faire le ménage. Donc, on a vu fin décembre la succession des Bob. Bob Chapek, qui était le patron de Disney, qui s'est fait virer un dimanche après-midi en plein match de football américain, qui a été remplacé par le mec qui l'avait positionné à cette place-là, qui était Bob Iger, qui doit redéfinir la stratégie de Disney. Warner redéfinit la stratégie. Paramount, c'est pareil. Donc, ils sont en train de faire le ménage. De remettre un peu tous les compteurs à zéro. Donc 2023, c'est un peu une année charnière.
mais On a l'impression l'activité qu'on va continuer. a fait un peu la récré quand Non, même, en fait, ouais, mais alors pour compléter ce que dit Pascal, en fait, il faut se replacer juste en fait à l'époque du Covid. 2020, pardon, tous les grands groupes disent à fond sur la SVOD. HBO annonce même qu'à un moment, on entendait que Warner allait quasiment plus sortir de films en Mais ils l'ont salle. fait. Ça a duré quelques temps. Disney, tout le monde à fond vraiment sur la SVOD, au détriment de la salle. Ouais. Et 2022, on fait les comptes et on se dit, non, en fait, ils ont besoin de la salle aujourd'hui, ils ont besoin de valoriser déjà leurs produits. Je rappelle un truc qui est très important, enfin une vraie conviction que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, quand tu parles des films, pas des séries, ne pas sortir un film en salle, c'est très compliqué de le faire exister. C'est-à-dire que même un petit film qui fera, 200 000 entrées, fera probablement plus de bruit que la majorité des originals qui sortent sur Netflix. C'est très compliqué. Donc ils ont besoin de la salle aujourd'hui, et puis ils en ont besoin aussi financièrement, parce que sur des grosses sorties, tu fais en quelques semaines, je ne vais pas vous prendre l'exemple d'Avatar, mais voilà, tu vois qu'Avatar est rentable au bout de 2 jours ou 3 jours d'exploitation. Si des films comme ça, tu es obligé de les sortir. En fait, il y a eu quelques expérimentations qui ont été faites par les studios suite au Covid. C'est plus expérimentation, tout le monde était sûr. Franchement, voilà. Je me souviens quand on en reparlait autour de cette table, il y avait un boulevard. Mais dessus. les fenêtres d'exploitation ont beaucoup raccourci aux États-Unis aussi. Aujourd'hui, on est sur du 45 jours. Donc finalement, le marché s'est quand même compressé pour optimiser l'exploitation digitale. Et effectivement, on fait un peu le ménage, mais l'année va repartir très très fort. Avec une nouvelle tendance aussi, c'est tout ce qui est SVOD gratuite. Alors, il y a la SVOD gratuite, mais il y a sur le payant, il y a quelque chose qui est, à mon avis, un très très gros événement et qui va nous occuper 2023 et 2024, c'est le sport. Parce que les grosses plateformes se sont aperçues du pouvoir du sport et donc commencent à mettre des jetons. Et on va voir de très très gros opérateurs se positionner sur de très très grands événements, Même événements ceux mondiaux. qui au départ disaient ouvertement qu'ils n'étaient pas intéressés par ça, comme par exemple Netflix, Tout à fait. qui a dit jamais je ferai du sport. Et là, Hastings, visiblement, il il a changé commence à 25 fois d'avis, Red Hastings, sur plein de sujets. On se souvient aussi de l'offre mi-payante, mi-pub, qui est d'ailleurs un succès visiblement. Je ne sais pas si vous avez suivi les chiffres. Oui, alors on attend cette semaine justement. L'offre donc Netflix financée par la pub, oui, en partie. et donc début novembre, Disney début décembre. Netflix présente les comptes du dernier trimestre et de l'année 2022 dans quelques jours. On verra bien. On saura exactement. Ce qu'on a lu dans la presse concernait le marché français. Aux États-Unis, il semblerait que Netflix ait été obligé de rembourser des annonceurs parce qu'ils n'avaient pas pu servir les niveaux de contact d'impression estimés. Ils n'avaient pas assez d'audience, en fait, pas assez d'abonnés. Voilà. Eh bien voilà, vous avez vu une actualité pour ce début d'année. Fatigant. Passionnante. Après avoir pris un peu de recul par rapport à tous ces services de SVOD, on va rentrer dans le dur maintenant avec Guillaume Boutin et les séries qui buzzent le plus actuellement sur Sens Critique. Monsieur Guillaume, j'imagine que vous avez scruté avec beaucoup d'intérêt les datas de Sens Critique pour que tu nous dises un petit peu ce qui cartonne en ce début d'année 2023 auprès de ta communauté. Alors qui n'est pas représentatif de la population française. Je rappelle, on est plutôt sur une audience de gens qui ont moins de 40 ans, un petit peu plus exigeant que la moyenne. Tout à fait. Je disais tout à l'heure, donc je ne parlais pas de The Last of Us qui vient toujours de sortir, mais c'est vrai que les premiers retours sont quand même très très encourageants. Je vous en parlerai beaucoup plus la prochaine fois. Mais ils sont encourageants, c'est-à-dire qu'il y a ils sont bons, ils sont même très bons. D'accord. Après, c'est un premier épisode et puis les gens attendaient tellement cette série. Et puis surtout en France, les gens avaient peur qu'elle ne soit pas diffusée en France puisqu'il y a encore 4 jours jusqu'à l'annonce de Prime qui était jeudi, si je ne dis pas de bêtises, ou mercredi soir. On n'avait pas d'infos. Non, et on peut regarder sur Twitter, tout le le monde se demandait où allait être diffusée cette série. Et ça aurait favorisé le piratage, bien évidemment, parce que tout le monde serait tout à fait. évidemment précipité sur les services de streaming. T'aurais eu les fans, mais t'aurais loupé quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui ne piratent plus, parce que ça les enquiquine. Et donc écoute, tant mieux. Mais bref, aujourd'hui, je vais commencer par une série Netflix, voilà, histoire de changer. Non, en plus, c'est pas tout le temps Netflix. C'est vrai que ça s'appelle Kaléidoscope. Alors, c'est un peu la série Netflix du moment, avec notamment Giancarlo Esposito. Ça vous dit rien si je vous dis ça? Si je vous dis Gustavo dans Breaking Bad. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est un peu la tête de proue. Alors, c'est une histoire classique de braquage qui est tirée d'une histoire vraie, qui est la disparition en fait de 70 milliards de bons au porteur à New York pendant l'ouragan Sandy en 2012. Alors pourquoi tout le monde en parle? Parce que là, on se dit, film de braquage, série de braquage, on en a vu 400. Et bien parce que Netflix, à chaque fois, réussit toujours à trouver le petit truc qui fait qu'ils vont générer de la conversation, qui est leur mantra absolu. Il faut qu'on parle de leur série. Et là, la promesse de cette série, c'est qu'on peut regarder les épisodes dans l'ordre qu'on veut. Chaque épisode a une couleur.
Et en fait, tu peux les regarder comme tu le décides. Ça ne va pas interférer sur le déroulé de l'histoire. C'est la promesse. D'accord. En tout cas, c'est la Parce promesse que de Netflix. c'est étrange de dire ça, parce que Tout une à fait. série comme ça, on peut imaginer que s'ils ont fait plusieurs épisodes, c'est qu'ils ont plein de trucs à raconter. Et donc, ça ne serait pas chronologique, en fait. Non, et alors après, moi je ne l'ai pas vu, donc je m'appuie vraiment sur les retours que j'ai pu lire sur Sens Critique, mais en vrai, bon, ça marche pas en fait. Ça marche pas. Non, la série. Alors après, tout le monde la mate, oui, mais toujours intéressant. La note est moyenne, c'est un 5,8, c'est vraiment moyen, bon, c'est pas nul, mais c'est moyen. Mais les gens vont la regarder parce que tu as ce truc de tiens. Tu sais, comme ils avaient fait à l'époque pour l'épisode spécial où tu choisissais ta fin. Tu choisissais Mirror. le- Oui, tu choisissais le ouais. parcours un peu comme les livres dont vous êtes le héros, etc. Bon bah voilà, c'est fait pour faire parler honnêtement. C'est une série de braquage après correcte, bon qui est pas nulle. Après. On peut s'interroger effectivement sur la volonté de son showrunner. Et donc pour ça, je vais m'appuyer sur ce cher Black Lemmy, un de nos utilisateurs, où on se demandait un petit peu l'intérêt. Il lui dit, enfin si, je vois en gros d'intérêt, mais c'est pour le showrunner, à savoir appliquer un léger cache-misère sur la banalité de son scénario et particulièrement de son braquage. Voilà. C'est pas gentil, hein. Non, oui, mais parce que là, je trouve que, enfin là, c'est une réflexion perso. Je pense qu'on arrive un petit peu aux limites du storytelling, de qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer pour faire parler d'une série si le contenu en tant que tel n'est pas suffisant pour générer une petite hype, quoi. Ouais. Et là, on revient un peu sur la stratégie aussi d'investissement tous azimuts de Netflix. Mais le bruit, la clé pour Netflix, c'est le bruit. La conversation. Oui, c'est la conversation. Et donc que les gens parlent de leur show. Et ce qui se dit pour 2023-2024, c'est qu'il y a beaucoup de séries qui ont fait 1 ou 2 saisons qui se sont arrêtées. Et donc Netflix et les autres détiennent les droits. Et il y a de fortes chances qu'ils les mettent sur le marché pour les revendre à des chaînes, du câble, des chaînes thématiques. C'est ce qui a failli se passer, je pense que tu as suivi sur la série Mercredi. Exactement. Où la série Mercredi, bon, elle est diffusée, elle marche très bien d'ailleurs. C'est l'une des plus gros cartons, l'un des plus gros renouvellement cartons de saison 2. hein. Et au moment et quelques jours après, ça sort sur Twitter, Netflix n'aurait pas les droits de la saison 2. Donc tout le monde s'est un peu emballé pendant quelques jours. Bon, finalement, Netflix a dit si. On a les droits, c'est à nous, mais effectivement, ça illustre tout à fait ce que tu dis. Ouais. Ouais, on pourrait voir des séries, comme Black Mirror. D'ailleurs, Black Mirror était une série au départ Channel 4, britannique en tout cas, je crois que c'était Channel 4. Ça arrive souvent, hein, Lucifer, Netflix, par exemple, une série Lucifer qui était une série... qui la récupère et qui ensuite développe les saisons suivantes. Ouais. Exactement. Tiens, en parlant de séries, c'est grosse déception aussi pour tous les fans de cette série 1889, dont la deuxième saison n'a pas été validée par Netflix. Là, on voit pas assez de viewing hours et aujourd'hui, il faut être rentable. Et pas de quartier chez Netflix, même si cette série qui était quand même assez mystérieuse enclenchait forcément une saison 2, on aura cette frustration, ce qui pose des problèmes. Ils ont plus peur même, tu sais, sur la série Drôle en début d'année, qui a eu un vrai succès d'estime, un vrai succès critique. Tout à fait. Ah, aussi, en vrai, ils avaient la caution France Inter, Télérama, etc. C'est ça. Mais ils ont arrêté. Ça ne les a pas empêchés de ne pas poursuivre. Autre série, alors cette fois-ci sur France Télé. Et oui, écoute, c'est rare que je vous parle de séries qui sont diffusées sur nos bonnes vieilles chaînes. Mais c'est pas plaisir. C'est pas plus belle la vie quand même. Non. Tu t'en doutes. D'autant que ça s'arrête en plus. Non, écoute, c'est une série qui s'appelle Vortex, qui a démarré fin décembre. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé d'une série diffusée sur un média, c'était HPI, je crois, qui avait aussi bien marché chez nous. En thérapie aussi, tu as dû... En thérapie, c'est Arte. Je les mets à part parce que Arte, c'est devenu quasiment une plateforme de SVOD, en vrai. Mais effectivement, oui, on a pas mal parlé de Arte. Alors bref, c'est une série qui mêle... Alors, en plus, c'est intéressant parce qu'il y a un vrai pari, parce que c'est une série qui mêle fantastique et enquête policière. Moi, tu me dis une série française qui mêle enquête policière et fantastique, j'ai pas hyper envie d'y aller. On n'a pas envie d'appuyer sur le bouton. Non, et pourtant, ça recueille des très bons retours, puisqu'on arrive à une moyenne de 6,7. Alors, c'est pas le chef-d'œuvre absolu, mais pour une série française, avec Thomas Sisley, enfin, tu vois, qui rentre en plus dans la veine de toutes les prods, les grosses prods, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors, c'est pas évident de le pitcher, mais le pitch est assez marrant. En gros, le Vortex, c'est quoi ? C'est un système de réalité virtuelle qui permet en fait à la police de reconstituer une scène de crime en 3D à partir de photos. Et donc, tu t'immerges dans la scène, tu mets ton casque de réalité virtuelle et ça te reconstitue la scène en 3D virtuelle. Et là, que se passe-t-il pour le Ludovic, donc incarné par Thomas Sisley, qui est le capitaine de police ? À un moment, il va se retrouver sur les lieux de la disparition de sa propre femme. Enfin, le lieu du crime sur lequel il est en train de faire son truc, c'est le lieu où sa femme avait disparu 27 ans plus tôt.
Et voilà, alors, je vais pas trop en raconter, je vais vous laisser avec ça. Mais globalement, l'enjeu, c'est que non, j'ai peur de la spoiler en fait. Je vais vous laisser ça parce que voilà, il y a une petite intrigue qui est assez sympa. Globalement, c'est bien réalisé, bien interprété, c'est assez émouvant aussi. Alors, je vais pas dire pourquoi non plus. Voilà. C'est bien ficelé. Ça fonctionne bien. Après, on peut quand même. Bon, il y a quand même des lacunes sur le scénar parce que, mais globalement, comme dans toutes les narrations qui font appel à différents, à du voyage temporel, on va dire. Donc il y a quelques petites lacunes, mais voilà, ça fonctionne très bien. Et il faut savoir aussi que c'est en termes d'audience, c'est un carton. Sur France Télévisions, puisque je crois, mais toi aussi tu dois faire mieux que moi, mon cher Pascal, je crois qu'ils ont fait 5 millions sur le... Plus le replay. Oui, plus le replay. Donc c'est en plus... Et c'est sympa parce que c'est un carton public, grand public accessible, et aussi qui est plutôt bien fait, puisqu'on a la caution des... Mais c'est paradoxal, des gens plus exigeants. Parce que quand on regarde les audiences des séries, que ce soit TF1, même France Télévisions ou France 3, ils arrivent à faire de très très belles performances d'audience sur des programmes qui justement n'ont pas cette espèce de connotation moderne qu'on retrouve sur les plateformes. Donc il y a quand même un fond de clientèle française, voilà, avec une French touch qui fonctionne. Que tu retrouves beaucoup sur Canal et sur Arte aussi. Hein. Je veux dire, il y a quand même, et même sur OCS d'ailleurs, c'était des petites séries, mais avec le label OCS Signature. Enfin, c'est vrai que oui, quand on fait du français et qu'on le fait avec nos codes, en général, ça fonctionne. Mais quand on essaie de copier les Américains, souvent, ça marche pas bien. Oui, mais HPI, par exemple, ça a été un carton, alors qu'au départ, énorme carton. On donnait pas cher de cette série. Et finalement, ça cartonne. Après Netflix, après France Télé, Guillaume, Paramount+, tiens, la nouvelle plateforme qui est arrivée il y a quelques semaines. Oui, notamment avec une très très belle série, je spoil tout de suite, c'est une des séries les mieux notées chez nous du moment, The Offer, qui est... Alors, c'est en plus une série vraiment science critique pur jus parce que qu'est-ce que ça raconte ? C'est globalement la genèse du film Le Parrain et comment est-ce que son producteur Miles Teller, Al Rodier, excusez-moi, va vivre l'enfer. Le mec va faire un parcours du combattant, alors qui est assez drôle d'ailleurs parfois, pour réussir à monter son film puisqu'il va voguer entre... Donc ça raconte le making-of. Ouais, du point de vue du producteur. Parrain. Qui est à l'initiative du projet, mais qui va se retrouver dans c'est pas un documentaire. Non, c'est une série avec notamment Miles Teller, révélé dans Whiplash et dans le dernier Maverick, qui est un peu l'acteur qui explose en ce moment aux États-Unis. Et en fait, il va devoir gérer 3 univers. Les plateaux de tournage déjà, où c'était un bordel sans nom, chaotique, ça partait dans tous les sens. La Paramount et les boss de la Paramount, et parce qu'il faut se remettre fin des années 60, début des années 70, il y a une petite révolution à Hollywood, c'est ce qu'on appellera à peu près à l'époque d'ailleurs, le nouvel Hollywood, et l'émergence des réalisateurs comme Coppola, Scorsese, De Palma, Spielberg, Lucas, toute cette nouvelle génération de réalisateurs qui vont reprendre le pouvoir sur les studios, et qui est un anglais, puisque jusqu'à maintenant, c'est les studios qui décidaient de tout. Et troisième élément qui va venir un petit peu plus nous twister tout ça, la mafia, qui s'intéresse énormément à ce qui est raconté, puisque, je vous rappelle, on oublie, mais que jusqu'encore dans les années 60 en Italie, des gens niaient l'existence même de la mafia. Et Le Parrain, alors qui est tiré d'ailleurs d'un roman qui était sorti quelques années plus tôt, est vraiment le premier film, la première œuvre cinématographique qui rentre à ce point pour expliquer et comprendre les enjeux de la mafia. Je vous renvoie tous à la première scène du Parrain où Al Pacino ? Non, le plus grand. Mais oui, Brando, pardon. Brando. Voilà. À un moment, à travers une discussion qui dure 10 minutes, explique tout simplement le principe de la mafia et que, en gros, c'est quand tu peux pas faire appel à la police, tu fais appel à la mafia. Et c'est tout le truc. Bref, donc ça fonctionne très bien. C'est original, donc comme histoire en fait, de revenir à la genèse. Et en vrai, alors du film. J'ai vu qu'un épisode, mais je sais que je vais la bouffer parce que c'est en plus assez drôle, assez décalé, bien réalisé. Enfin, tu vois, on n'est pas dans un biopic à la con, voilà, donc ça vaut vraiment le coup. Et très belle. Alors, elle est sortie il y a quelques mois déjà aux États-Unis, mais en tout cas, dans l'offre de Paramount+, et je pense que je vous en parlerai de quelques autres dans les mois à venir, notamment Tulsa King, la série avec Sylvester Stallone que tout le monde attend. Grand retour de Sylvester Stallone. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est la première série avec Stallone, d'ailleurs. Je crois, mais je vérifie. Dans l'actu aussi, série que tu voulais nous mettre en avant, c'est une série sur Prime, Guillaume. Alors une série HBO
Peacemaker, puisqu'on fait partie de l'univers. Donc Peacemaker, série de super-héros, un peu dans l'esprit The Boys, on va dire, narration un petit peu différente, mais avec des super-héros qu'on voit comme des gens un peu normaux, avec leurs failles, leurs faiblesses. Parfois ils se plantent, parfois ils sont très méchants, etc. On est dans l'univers DC Comics, par opposition donc à l'univers Marvel. DC Comics, c'est chez Warner. Marvel, c'est chez Superman, Batman, Suicide Squad, etc. Et d'ailleurs, là justement, on se situe dans l'univers de Suicide Squad. C'est en plus, le showrunner, c'est James Gunn, qui a réalisé Les Gardiens de la Galaxie, côté Disney, qui a réalisé Suicide Squad, côté Warner, donc lui s'y connaît plutôt bien. Et voilà, ça fonctionne très bien. Je répète, on est dans la lignée des The Boys, donc c'est un traitement très moderne en fait du super-héros. Irrévérencieux. Ouais, et puis qui est pas tellement un super-héros, d'ailleurs, qui est plus un super anti-héros, on va dire. Voilà, c'est assez drôle, parfois c'est assez dur aussi. Et c'est bien parce que ça... C'est bien noté. Et oui, tout à fait. Donc 7,1, pardon, j'ai pas donné la note, mais ça fonctionne très très bien chez nous. Ouais. Et enfin, on revient sur Netflix pour la dernière série de ta sélection. Tout à fait, Copenhagen Cowboy, sorti en ce début d'année sur Netflix. Alors, c'est la nouvelle série de Nicolas Winding Refn, réalisateur assez culte dans l'univers des cinéphiles, notamment c'est à lui qu'on doit Drive, qui n'avait pas gagné la Palme d'Or, mais qui a eu un succès énorme à l'époque, et notamment à Cannes. Alors après, il faut voir que depuis Drive, c'est un réalisateur qui n'a pas, au final, il fait des films, mais depuis Drive, il n'a jamais refait ce truc-là. C'est un réalisateur qui est assez radical, qui a une proposition de cinéma quand même assez exigeante. Alors, il avait déjà sorti une série sur Prime il y a 2 ans, dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, qui avait plutôt bien marché pour les hyper cinéphiles, mais pour le grand public, on n'y était pas du tout. Là, c'est un petit peu la même chose. On en parle sur Sens Critique, mais en vrai, on en parle peu par rapport à la notoriété et l'aura de ce réalisateur. Donc la série, c'est Copenhagen Cowboy. Ouais, c'est ça. Copenhagen Cowboy, c'est une série, même l'histoire est très difficile à raconter, mais globalement c'est une histoire de vengeance, on va dire, qui a un thème assez récurrent dans son cinéma. Alors la photo y est magnifique, la réalisation est sublime. Après, le scénar, c'est pas vraiment ça. C'est une série d'auteurs, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est 6,4. Ça s'adresse pour moi à des fans de Winding Refn, ou en tout cas à des fans d'un cinéma vraiment plus exigeant que la moyenne et qui va moins s'intéresser en gros au scénario. C'est intéressant de voir que Netflix est vraiment dans les extrêmes en quelque sorte de sa proposition. Ils ont une vraie politique auteur sur réalisateur quand même. C'est eux qu'on aujourd'hui là, en termes de réalisateur auteur, je dirais qu'on la carte. C'est Netflix qu'on a le plus très largement dans son. Mais de la série trop facile, voire médiocre, enfin en tout cas très mainstream, à des choses vraiment hyper pointues. Ouais. Des séries d'auteurs en quelque sorte. Voilà, ça donne boulot, envie. Ça donne envie quand même de regarder pas mal de choses. Tiens, après la fin de cette émission, vous avez quelques bonnes idées de programmes grâce à Guillaume. Messieurs, vous restez avec nous. On poursuit donc cette ultra haute émission. On va s'intéresser maintenant plus au hardware, aux appareils qui nous permettent de profiter de tous ces contenus avec les nouveautés iSense. À tout de suite. Le retour donc de l'Ultra Haute émission. Et pour terminer ce rendez-vous de janvier, j'accueille Rémi Journet. Bonjour Rémi. Bonjour François, merci de ton invitation. Rémi, on est ravis de vous accueillir ici dans cette émission qui, rappelons-le, est dédiée au son, à l'image, à la SVOD. Et forcément, quand on parle de tout cela, on évoque aussi les constructeurs d'électronique grand public. iSense en fait partie. Alors c'est un constructeur, on va dire, qui n'est pas aussi connu que les Sony, que les Philips, que les Samsung, etc., mais qui est en train de creuser son trou sur ce marché, et notamment alors en Chine, où vous êtes très puissant, parce que vous êtes une marque chinoise au départ. Voilà, on est leader en Chine depuis maintenant 20 ans, on est marque numéro 1 en télé. Donc iSense, c'est un groupe de télé et d'électroménager. On est connu comme étant le 4e fabricant mondial de télé. On est arrivé en France il y a maintenant 9 ans. Et cette année est une bonne année, puisqu'on on fait plus 40% de part de marché en télé. On atteint les 7,5. D'accord. Les 7,5 de part de marché volume en télé. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous avez vécu une année 2022 un peu exceptionnelle, avec évidemment la Coupe du Monde, etc. C'était une bonne année, l'année 2022 ? C'était un très bon cru. C'était un très bon cru, puisqu'on a été sponsor officiel de la Coupe du Monde, donc c'était magique. On a eu une énorme visibilité pendant tous les matchs. Le marché de la télé s'est comporté de façon légèrement négative, puisque le marché fait -6, donc c'est pas un très grand cru.
En revanche, comme je l'ai dit, c'est un très grand cru pour Hisense. Oui, c'est-à-dire puisque que vous nous, on avez sort, surperformé dans un marché qui a sous-performé. on fait plus 40% dans un marché à moins 6, donc effectivement, on peut dire que c'est plutôt une bonne année pour Hisense. Alors Rémi, l'intérêt c'est que vous revenez, tout comme nous d'ailleurs, du CES de Las Vegas, et comme chaque année, vous en profitez pour présenter vos nouveautés. Et l'une des spécificités de Hisense, parce que vous faites plein de choses, hein, vous l'avez dit, de l'électroménager, de l'audio et de la télé aussi, c'est que vous poussez depuis pas mal de temps, vous avez été sans doute l'un des tout premiers à pousser en fait cette nouvelle technologie de projection laser à courte focale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, c'est ce qu'on appelle le laser télé. C'est avant tout une télé. Donc moi, je pense que ça peut même remplacer la télé à terme pour les grands écrans. Donc c'est un boîtier qui n'est pas plus grand qu'un ampli, qu'on va placer de 10 à 20 cm du mur, à la hauteur de là où on pose la télé, et ça va projeter une image allant jusqu'à 4 mètres de diagonale en qualité 4K, et on va en parler après puisqu'on l'a présenté en avant-première au CES, en qualité 8K dans le futur. C'est une prouesse technologique, hein, un projecteur 8K, il y en a très très peu, sauf peut-être dans le monde professionnel. D'ailleurs, bon, le prix est au diapason, mais on en parlera tout à l'heure. Comment on arrive, Rémi ? Parce qu'un projecteur, en fait, vous défiez les lois de la physique avec ce truc-là. Parce qu'un projecteur, en théorie, il faut qu'il soit à quelques mètres de l'écran sur lequel il va projeter. Comment aujourd'hui, en étant à 10 à 20 cm en fait, du mur, vous arrivez à reproduire en fait, une image parfaitement carrée et avec une telle définition ? Alors, c'est ça qui est intéressant. Donc on a soit un laser, soit 3 lasers en montée de gamme, donc le trichroma. Et on va arriver donc avec idéalement une solution avec un écran qui est fourni par Hisense gratuitement quand on achète le package, un écran anti-reflet qui a 7 couches. On a notamment dedans une couche de ce qu'on appelle lentille de Fresnel, qui fait que, alors qu'on va projeter par le bas, on va avoir la même qualité d'image au centre de l'écran que dans les coins. Donc ça, c'est la solution traditionnelle, on va dire, du laser télé. Ça veut dire que malgré tout, là, dans cette solution-là, il faut que j'installe à la place de ma télé, en quelque sorte, à l'endroit où je vais projeter, un écran, en quelque sorte, un écran blanc. Voilà. C'est une toile comme un vidéoproche ou c'est un Exactement. écran, une dalle de télé ? Non, c'est une toile de vidéoprojecteur, donc c'est pas alimenté, il n'y a pas de fil. Et cette toile, je précise, n'est pas indispensable. En revanche... Mais elle booste en fait les contrastes et la luminosité, en fait. Voilà, pour les consommateurs exigeants et ceux qui veulent le top du top de l'image, je conseille de l'installer. En revanche, ça n'est pas obligatoire. Et ce qui a été nouveau au CES, c'est qu'on a présenté ce qu'on appelle maintenant le laser cinéma, c'est-à-dire des vidéoprojecteurs laser courte focale, mais sans écran et avec focale ajustable, allant de 80 à 130 pouces. C'est-à-dire que la focale ajustable, je vais pouvoir choisir la taille de ma projection, en quelque sorte. Voilà. Et du coup, je peux m'affranchir de l'écran. Donc, on a laser télé avec écran. Donc, l'écran est fourni avec chez Hisense. Laser cinéma, il y a la focale ajustable et c'est fourni sans écran, soit pour les personnes qui sont déjà équipées d'un écran, soit pour les personnes qui veulent remplacer leur télé et qui veulent projeter sur un mur blanc sans écran. Hein, donc, on a adapté les réglages de cet appareil à ce type de consommateur. Et on a même présenté au CES un laser portable, cette fois qui n'est pas courte focale, mais qui va quand même afficher une image allant de 60 pouces à 150 pouces. D'accord, portable, c'est-à-dire que je peux l'emporter On peut l'emporter. Je précise que tous ces produits-là... avec mon petit projecteur. Voilà, on peut l'emmener chez des amis, le changer de pièce. D'accord. Je précise que tous ces produits-là sont des vraies télés. Il y a un tuner intégré, il y a une smart télé, il y a un son Dolby Atmos également, donc il y a un son qui est très très bon. Donc le son est intégré dans l'appareil. Voilà, il y a une barre de son allant jusqu'à 40 watts, Dolby Atmos. Donc c'est une vraie télé, ce pourquoi je pense que ça pourrait remplacer les télés de très grande taille, notamment au-dessus de 85 pouces, puisque c'est également une solution qui est écologique, puisque 92% du produit est recyclable, et ça consomme 3 fois moins d'électricité qu'une télé à taille égale. Et également, puisque vous êtes des spécialistes de la SVOD, il n'y a pas d'émission de lumière bleue, donc on va pouvoir regarder Avatar pendant 3h30 sans avoir d'effets contre-productifs. Est-ce que je peux regarder Avatar en 3D ? La petite question piège. Non. Ah ben voilà. Mauvais exemple, Rémi. Il faut aller au cinéma. Et ouais, vous avez trébuché vous-même, finalement. C'est mignon. On plaisante, bien évidemment.
Question concernant la SVOD, puisque effectivement on parle beaucoup de tous ces services. Qu'est-ce que vous avez comme Smart TV à l'intérieur? On a tous les services de SVOD? Est-ce que vous êtes adossé à Android? Vous avez votre propre service? Comment ça marche? iSense est le 3e et seul fabricant mondial à avoir son propre operating system qui s'appelle VIDA. VIDA est l'operating system le plus rapide aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas le seul, puisque Samsung aussi a son propre Exactement, service. on est 3. En fait, on est 3 à avoir notre propre operating system, ce qui est très confortable et ce qui permet d'être 3 fois plus rapide, notamment qu'Android. Donc quand on démarre une application, quand on va lancer Netflix, YouTube ou Canal, on arrive 3 fois plus rapidement sur le contenu. Et ça nécessite que vous devez développer à chaque fois de nouvelles applications quand il y a de nouveaux services qui arrivent. Exactement. C'est vous qui développez les applications? Oui. C'est pas les plateformes qui les développent On le fait en collaboration, c'est très rapide. Et de par le parc installé qu'on a au niveau mondial maintenant, on a toujours les dernières applications en temps voulu. Donc là, on a intégré Canal, Disney. On a vraiment... Et l'avantage de VIDA, c'est qu'on peut le customiser par pays. Donc je pense qu'on est les seuls en France à avoir 10 boutons d'accès direct au contenu. Notamment, j'ai cité Canal, contenu français. On l'a en accès direct sur la télécommande. D'accord. Et donc on a MyCanal directement intégré. Exactement. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Combien ça coûte un projecteur comme ça, laser à courte focale? Alors, ça commence à 2290 € pendant les soldes. Donc on a présenté un produit... Pascal, tu peux y aller si tu veux. Donc le PL1, là, sans écran, qui vient de sortir, qui a été présenté en avant-première au CES, il vient de sortir dans la distribution. Donc il est 4K. Il est 4K, il va de 80 pouces à 120 pouces en focale ajustable, fourni sans écran, donc c'est une vraie télé, je le redis, à 22,90. Et on va monter jusqu'à 38 000 €, comme on l'a annoncé au CES, en fin d'année, sur des produits en 8K. D'accord. Très bien. Merci beaucoup Rémi pour toutes ces précisions. Merci François. Voilà, vous avez annoncé pas mal de télé aussi, vous appuyez le mini LED, etc. Le son aussi, mais on aura l'occasion sans doute d'en reparler. Rémi Journet, donc vice-président de iSense France. Convaincu, messieurs? Pas mal, ouais, ça a l'air assez, c'est assez séduisant. C'est assez fou comme truc. Petit bémol, ça remplace pas tout à fait une télé, on n'a pas la luminosité bien évidemment d'une télé, ce qui est tout à fait logique puisque ça reste de la projection, même si c'est meilleur qu'une projection traditionnelle. Alors, c'est vrai François, mais je pense que c'est très important de préciser que la solution avec écran permet de monter jusqu'à 3000 ANSI lumens, ce qui est très très lumineux pour un vidéoprojecteur. Pour vous donner un exemple, cette solution-là est faite justement pour les pièces lumineuses. Parce que l'écran qu'on fournit avec est un écran qui va capturer les lumières extérieures et qui permet justement, quand il y a une lumière, soit qui vient de la fenêtre, soit une lumière dans la pièce, d'afficher une image qui est très très bonne, puisque les gens pensent que c'est une dalle. Voilà le cinéma à la maison qui est en train de se démocratiser, ça c'est cool avec entre autres ces technologies. Alors vous faites ça, mais il y a d'autres constructeurs aussi qui s'y mettent, notamment Samsung et d'autres aussi. Merci beaucoup Rémi Journet, vice-président donc de iSense France. Merci François. Pour terminer cette ultra haute émission, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé tout comme nous un bon moment. On sera là le mois prochain avec bien sûr Pascal Le Chevalier, mais aussi Guillaume Boutin de Sens Critique. Portez-vous bien et à très vite sur la chaîne Tech & Co. Ouais, salut.